Bienvenue à toutes et tous pour ce premier débat sur le stand de la gauche républicaine et socialiste. Comme vous pouvez le voir, les conditions du débat ne sont pas optimales non plus. C'est-à-dire que fête de l'UMA, un vendredi soir, avec la musique derrière, la boue et la pluie pour nous accueillir, on a connu mieux. Mais on nous entend, c'est déjà ça. Alors, le premier débat, on a la chance de pouvoir introduire un sujet, on va dire, qui moi me tient beaucoup à cœur, qui est celui de la place des médias dans la bataille culturelle. Et pour introduire du coup cette table ronde, j'ai avec moi Laetitia Ris, rédactrice en chef du Vent se lève, et Gérard Streff, rédacteur en chef de Cause Commune, qui est la revue politique du PCF du coup. Donc en fait j'ai envie de commencer, on va être bref, et commencer très rapidement avec une question qui est une question de définition. Et savoir, pour toi Laetitia, et puis ensuite pour toi Gérard, qu'est-ce qu'une bataille culturelle, alors que c'est un mot qu'on utilise beaucoup et souvent à tort et à travers, et quel lien vous faites justement entre bataille culturelle et médias? Et tout de suite, sans transition, Laetitia, si tu veux commencer. Ça commence mal déjà. Non, mais merci à tous aussi d'être venus. Je vais essayer de parler fort, ce qui n'est pas normalement ce que je sais faire de mieux, mais bon, voilà. Écoutez, pour définir la bataille culturelle, effectivement, il y a une manière un peu facile de la définir telle qu'elle est dite dans le débat, où la bataille culturelle, ce serait des cultures politiques en concurrence et qui finalement, ça ne relèverait que de qui a la meilleure idée et qui fait triompher son idée, sauf que cette manière un peu, disons, facile de définir la bataille culturelle, c'est pas forcément celle qu'on porte au Vent se lève, et c'est plutôt une manière de nommer un moment de crise d'hégémonie. En fait, il y a bataille culturelle quand il y a crise de l'hégémonie dominante et qu'il y a un moment justement où les représentations ne vont plus de soi, où le modèle dominant est en crise et où il s'agit justement d'être capable d'imposer dans ce moment-là des nouvelles idées, des nouvelles manières d'analyser les choses, et donc d'être capable justement de gagner cette bataille culturelle, non pas en imposant des meilleures idées, mais en profitant de ce moment de crise pour orienter les représentations vers quelque chose d'autre et en ce sens finalement préparer le terrain des victoires politiques à venir. Moi, j'ai une petite hésitation sur l'expression bataille culturelle. D'ailleurs, il y a eu un petit quiproquo. Notre ami Jean-Jacques, qui s'occupe de la culture chez nous, est venu à ce débat ce soir pensant qu'on allait parler des enjeux de la culture. Or, ces batailles culturelles, au sens idéologique, au sens gramscien, bon, c'est une expression qui est utilisée un peu à tort et à travers, tu l'as dit toi-même. Sarkozy l'a utilisée à un moment, il avait dit qu'il avait gagné l'hégémonie culturelle. J'ai lu hier ou avant-hier Zemmour dit les partis c'est fini, maintenant il faut se lancer dans la bataille culturelle. Donc j'ai un petit doute, moi je préfère l'expression tout simplement de bataille d'idées. Et je pense que dans l'histoire des mouvements d'idées, nous avons connu deux grandes séquences, qui est une séquence, disons, de l'après-guerre jusqu'aux années 70, qui était une séquence où les idées progressistes étaient hégémoniques, disons, et puis un retournement libéral dont on sort à peine, ou peut-être dont nous ne sommes pas encore sortis. Voilà. 1, 2, 1, 2. Ah, très bien. Tiens, je peux te passer celui-là. Merci beaucoup pour déjà ce premier exercice. Et peut-être pour dire un mot aussi sur l'objet de la définition. Moi, je me rappelle d'un article qui avait été écrit par Ramzi Kochoyan, justement sur l'utilisation à tort et à travers du terme de la bataille culturelle et la capacité qu'ont aussi les militants de gauche de dire mais en fait, si on est dans cette situation, si on peut gagner des batailles politiques et électorales, mais que derrière on n'arrive pas à avoir de résultats, c'est parce que derrière on n'a pas gagné la bataille des idées. Et que la première bataille à gagner finalement c'est cette bataille culturelle et après on a la bataille électorale. Et finalement il nous expliquait plutôt très bien que c'est une vision un peu caricaturale de la façon dont notamment Gramsci a pensé
cette bataille culturelle, c'est-à-dire que finalement, elle s'inscrit dans une tripartition où on a d'un côté effectivement cette bataille des idées, qui est la bataille culturelle, mais à côté on a deux autres champs, qui est la bataille politique et aussi le front économique, la bataille économique, qui est peut-être l'une des batailles qui a été un peu mise de côté ces derniers temps, notamment avec des luttes syndicales qui ont été un peu essoufflées. Là, on va voir si la rentrée va être un moment justement de reprise un peu de ces luttes. Quand on voit le programme qui peut être celui de Macron sur le RSA, sur France Travail, toutes ces réformes qui vont passer sur la solidarité à la source, donc un programme sur lequel il va falloir être relativement attentif. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec la deuxième question, qui est celui en fait du contexte de cette bataille culturelle et des forces qui sont en présence. Dernièrement, il y a une étude de la Fondapol qui est sortie et qui indiquait qu'il y avait une droitisation de la population française. Cette population française serait à droite sur les questions de sécurité, elle serait à droite sur les questions économiques, elle serait à droite sur la place de la France dans le monde. Et finalement, quand on regarde à peu près la façon dont l'étude a été menée, on se rend compte que, l'échantillon est peu représentatif, on va dire qu'il aurait pu être largement élargi, et deux, c'est une lecture un peu particulière aussi des choses, au sens où on pourrait se dire que plutôt qu'une droitisation du champ idéologique, on a la gauche qui a eu, une tendance à se rétracter sur certains sujets, et deux, un déséquilibre aussi entre un camp, celui de la droite, qui a exercé le pouvoir très longtemps et qui est en capacité justement de conserver, on va dire, les acquis, et de l'autre côté, un camp, celui de la gauche et le camp de l'émancipation, qui lui se bat contre un système qui est censé, ou en tout cas, il a envie de le faire tomber. Donc, il y a un peu ce déséquilibre que nous indique aussi Ramzi Kochoyan et qui est intéressant à avoir en tête quand on parle de bataille culturelle. Ce déséquilibre, justement, j'ai envie d'en parler avec vous, toi Laetitia et toi Gérard, en ayant un peu votre point de vue sur, finalement, est-ce que le champ de notre bataille à nous, c'est une France de droite dans lequel on essaierait d'imposer, nous, nos idées qui seraient de gauche? Oui, sans doute quand même un petit peu, mais je pense qu'il faut effectivement préciser ce constat, c'est que d'une part, je ne suis pas tout à fait, disons, en désaccord avec Razming pour dire qu'effectivement la droitisation c'est un peu un grand mythe et on a toujours été dans des contextes de droite et en fait la gauche elle a toujours été l'exception et jamais la règle en fait. Donc cette idée que le contexte serait différent aujourd'hui il y a 10, 20 ou même 2 siècles, en fait je ne suis pas tout à fait pour. En revanche, ce qui est peut-être intéressant et plus inquiétant pour nous aujourd'hui, c'est plutôt cette idée qu'il y aurait une radicalisation de cette droite-là. C'est-à-dire que ça a toujours été à droite, mais là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le champ médiatique, il est polarisé par effectivement plutôt l'extrême droite et qu'il y a des termes, des manières de poser des questions, des manières de s'adresser aussi aux interlocuteurs qui sont beaucoup plus vindicatives. Et vous en avez un exemple flagrant quand vous regardez la dernière campagne où en fait on se retrouve avec des journalistes qui demandent est-ce que vous croyez au grand remplacement, comme si c'était quelque chose qui allait de soi et qui pouvait se retrouver dans une question de journaliste, peu importe même les enjeux financiers qu'il y a derrière ces grands médias. Le fait même que ça soit dans une question et non plus dans une réponse, ça indique un basculement. Donc c'est pour ça que je dirais plutôt non pas que ça se droitise, mais que la droite se radicalise et justement progresse dans les médias. Après, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur ce côté nous dans tout ça, je pense qu'il y a aussi un enjeu, en tout cas quand il s'agit de la scène médiatique, disons, dominante, à se poser la question de comment nous, on intervient sur cette scène-là. Et souvent, en fait, on est précisément renvoyé à cette gauche radicale, à ceux qui sont déraisonnables, on est caricaturé. Et d'une certaine manière, on a parfois aussi tendance à vouloir se complaire dans ce côté nous serions les victimes de la grande machinerie médiatique, et donc on joue tout le temps l'opposition de façade, parce qu'il faut bien inviter quelqu'un de gauche sur un plateau de télé. Et donc peut-être qu'une des manières de répondre à ça, ce serait même collectivement de se poser la question de comment on dissocie la manière dont on intervient dans les médias traditionnels, comment on joue les règles de ce jeu qu'on sait biaisé d'avance, mais à notre avantage pour récupérer des thèmes qui sont en fait des thèmes portés plutôt à droite. Tu parlais des questions économiques, voilà un très bon exemple où la gauche, quand elle intervient sur BFM, est très mauvaise. Et en même temps, d'être capable de justement porter nos thèmes de manière plus précise dans le champ des médias alternatifs. Et donc ce serait peut-être une manière de s'insérer dans cet espace, disons, droitisé, de jouer les règles d'un jeu biaisé dans les médias traditionnels et de reconstruire notre camp et nos discours dans ce champ des médias alternatifs qui existe, et donc d'essayer comme ça de sortir aussi de la posture un peu victimaire
rien n'est pour nous, donc c'est perdu d'avance. Un, deux. Un, deux, voilà, je l'ai. Je suis globalement d'accord. Je trouve que le thème de la droitisation est discutable. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que ce thème a été lancé. On considère qu'à peu près tous les 6 mois, il y a un bouquin qui sort sur cette question. Je pense que c'est d'ailleurs le plus souvent, lorsque vous regardez les auteurs, c'est le plus souvent des auteurs d'une certaine gauche, disons hésitante, qui publient ce genre de... La droite, en tous les cas, une certaine droite prudente, ne va pas aussi vite que ça dans le jugement et a plutôt tendance à dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Et moi, je suis absolument d'accord, c'est plus compliqué que ça. Ne serait-ce que, moi qui ai un dada, c'est les études d'opinion et les sondages. Lorsque vous regardez les études depuis plusieurs temps déjà, je vais vous donner 2 ou 3 exemples parce que je pense qu'ils sont significatifs, qui montrent quand même que des idées de gauche sont largement majoritaires ici, maintenant, dans le paysage. 60% des Français trouvent la société injuste. 70% estiment que l'État dépend trop des grands groupes. 57% il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. 57% jugent que la flexibilité est une menace. 64% que la compétitivité est une attaque sur les droits acquis. 71% que pour se défendre, il faut se coordonner avec ses proches, etc. etc. Enfin, j'en ai fait tout un édito de ma revue. Je pense donc que cette notion de droitisation, c'est une notion approximative et que même, par exemple, moi qui suis relativement attentif à la production littéraire en France, la littérature française, la rentrée littéraire n'est pas significative d'un virage à droite. Il y a un souci du monde, un souci d'un regard critique dans cette littérature et qui infirme cette notion de droitisation, même si, évidemment, on connaît bien des caractéristiques politiques, notamment de la dernière campagne électorale. Est-ce que oui, top. Merci beaucoup, Gérard. Ça me permet de rebondir justement sur, on va dire, le deuxième axe de lecture du débat, qui est celui finalement, on s'est intéressé à la bataille culturelle. J'ai envie maintenant de me poser la question de ce champ médiatique et de la construction, comme tu l'as dit Laetitia, des médias alternatifs. Dans justement un paysage médiatique qui est gouverné par, on va dire, des grands groupes et une forme d'oligarchie qui maîtrise des médias et qui maîtrise du coup, la hiérarchie de l'information et 2, aussi le traitement de l'information. Nous, on arrive, quand je dis nous, c'est les partis politiques de gauche, mais c'est aussi tous ceux qui ont essayé de créer justement des médias alternatifs, que ce soit Le Vent se lève, que ce soit ceux qui ont des médias qui sont proches de partis politiques, comme justement Cause Commune. Comment nous, on arrive à investir ce champ médiatique et à avoir une réflexion sur les outils qui nous semblent les plus pertinents. Si je prends juste un exemple, au temps des ruptures, on a fait un pari qui nous a semblé un peu audacieux, mais qui nous était aussi, on va dire, propre, c'est de garder un format papier, en se disant qu'il ne fallait pas désinvestir ce format-là, qui restait relativement pertinent. C'est ambitieux parce que ça demande un travail qui est supplémentaire, et à côté, une forme de complémentarité avec d'autres formes de médias, un investissement qui va être celui des réseaux sociaux. Et finalement, la question qui va être la mienne pour Laetitia et pour Gérard, c'est de savoir si justement la construction de ces médias alternatifs passe vraisemblablement par un impact supplémentaire sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, comment on arrive à s'en emparer? Le problème et on avait nous sorti un article au sein du Temps des Ruptures sur peut-on avoir un usage émancipateur des réseaux sociaux et notamment là on était parti sur YouTube par exemple, mais on peut avoir
Instagram, Facebook, Twitter, qui sont des réseaux encore plus compliqués à récupérer, entre guillemets. Donc comment on peut utiliser ces réseaux de manière à ce qu'ils servent véritablement à porter nos idées, à faire passer un message qui soit clair et pas à être, on va dire, au service d'une information qui soit maltraitée, qui soit traitée dans la rapidité et non pas dans le temps long qui est normalement aussi l'un des objectifs des médias alternatifs qui se sont créés. Du coup, la première question sur comment on sert les réseaux sociaux. Comment on s'en sert? Bon, on s'en sert comme n'importe quel outil en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un outil en soi, c'est pas fondamentalement néfaste ni fondamentalement utile. Et la manière dont, par exemple, le Vent se lève s'en sert, c'est effectivement être capable d'investir ces lieux-là parce que déjà sans les réseaux sociaux, le Vent se lève n'existerait pas. Et donc de fait, ça s'est lancé grâce à ça. Donc c'est indéniable que l'espace d'Internet, il permet une ouverture et un espace de proposition alternatif que ne permettent pas les canaux traditionnels, puisque pour ouvrir, ne serait-ce qu'avoir une chaîne à la télévision, c'est un enfer, alors que là, en 2 jours, vous pouvez avoir un journal en ligne. Ça ne veut pas dire que ça va être intéressant, que ça va être lu, que ça va être pertinent, mais ça veut dire que c'est possible. Après, il faut aussi être conscient justement de ce que tu mentionnais, de tous les désavantages, de tous les biais qui sont derrière. Et je pense que de même manière que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire entre le papier et le numérique, c'est indispensable aussi de ne pas perdre de vue la manière dont les réseaux sociaux peuvent nous desservir aussi. On le voit très bien autour des grands GAFAM qui ont très peu d'intérêt à publier du contenu politique et qui font tout d'ailleurs pour lui donner de moins en moins de visibilité. Donc c'est aussi une question qui se pose à tous les médias alternatifs, à savoir celui de la dépendance à l'égard des réseaux sociaux. Il faudrait plutôt les penser comme une porte d'entrée, vous voyez, comme un cheval de Troie avec lequel vous entrez quelque part et que vous pouvez poser quelque chose qui n'était pas là avant, et ensuite de réfléchir à, maintenant qu'on est là, comment on reconquiert cet espace, mais pas juste l'espace des réseaux sociaux, mais aussi l'espace en dehors de ces lieux-là, en se servant des bases qu'on construit de cette manière. Et en tout cas, nous, au Vent se lève, c'est comme ça qu'on essaye de fonctionner, à savoir se servir des réseaux sociaux comme d'un cheval de Troie, et ensuite de reconstruire dans la vraie vie, pour le dire comme ça, à travers des conférences, des rencontres, des manières de mettre en lien des personnes, des manières, comme vous le faites, d'organiser des débats avec des journalistes, avec des politiques, et de finalement de capitaliser sur ce qu'on fait en ligne pour consolider ce qu'on fait en vrai. Sinon, effectivement, ça n'a aucun intérêt, et une page Facebook, ça disparaît plus vite qu'une chaîne de télévision, même si en vrai, ça pourrait être discutable. Et l'autre chose peut-être à dire sur la question des réseaux sociaux, tu disais, bon, ils sont faits pour ne pas permettre de l'intervention longue, ils nuisent au débat, et là tout le monde pense immédiatement à Twitter qui est l'endroit où se fait la politique. Et effectivement, il y a un enjeu à se dire, la politique ne se fait pas sur Twitter. Sauf que le problème, c'est que ce qui se passe sur Twitter produit l'agenda médiatique. Et c'est produit l'agenda médiatique, pourquoi? Parce que finalement, les politiques et les journalistes, qui sont ceux qui utilisent principalement ce réseau social-là, sont ceux qui font les matinales, les rédactions, et donc qui se servent de ça. Donc ça serait une conséquence néfaste aussi de cette, finalement, de cette présence en ligne, ou même des lieux comme Twitter qui sont ouverts à beaucoup de bonnes et de mauvaises choses. La manière dont ils nourrissent les rédactions, disons, plus traditionnelles, est à notre désavantage. Et finalement, on passe plus souvent via Twitter pour le camp de la polémique inutile, parce que finalement, c'est amplifié, raconté, redit, alors qu'en fait, précisément, c'est pas forcément l'usage là qu'on en a. Donc c'est encore une fois une manière stratégique de savoir quand est-ce qu'on investit, à quoi ça sert, à quelle destination, et comment on évite que ce qui s'y joue finisse par nous desservir dans les médias, disons, traditionnels, que tout le monde regarde et qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est bon? Oui, c'est bon. Je trouve que si on regarde les réseaux sociaux, on est en face d'une situation paradoxale. Est-ce que ça favorise ou est-ce que ça complique le débat? À mon avis, les deux. C'est à la fois un formidable outil de démocratisation d'accès pour beaucoup à ce genre d'informations, et en même temps, ça renvoie souvent les gens à leurs propres limites, à leurs propres crises. Moi, j'ai été surpris, par exemple, désagréablement surpris par l'attitude de l'opinion pendant la pandémie. On peut dire que globalement, les gens ont été plus attentifs à ces réseaux sociaux, ont été plus tournés. Or, à l'arrivée, on en sort avec je trouve, une plus grande confusion. Donc voilà, on est dans cette situation paradoxale, outil et en même temps risque.
Merci beaucoup, Gérard. Et justement, ça me permet de rebondir sur, finalement, au-delà du média en soi, comment on arrive à le construire par rapport aux autres appareils, on va dire à la fois politiques et syndicaux, et quels liens on peut faire et quels liens on peut coordonner entre les médias d'un côté, les partis politiques, les syndicats. Est-ce qu'on doit garder une forme de... alors, je vais rentrer dans, on va dire, quelque chose d'un peu caricatural. Mais pour bien poser le débat, est-ce qu'on rentre dans une forme d'imperméabilité entre ce qui serait des médias relativement indépendants et de l'autre côté des appareils qui portent un discours à vocation électorale, notamment les partis politiques, et encore à côté les syndicats, ou à l'inverse, comment vous pensez, à la fois Laetitia et Gérard, la façon dont on peut créer des ponts entre les deux, de façon à ce que chacun puisse assurer une forme de fonction et puis qu'en même temps il y ait un flux qui puisse se faire permettant une vraie coordination entre ce qui peut être porté au niveau de l'agenda médiatique et ce qui va être porté plus tard en termes de stratégie politique, en termes de stratégie électorale et aussi, j'ai envie de dire, en termes d'agenda syndical. Je reprends l'exemple de la rentrée qu'on est en train de vivre actuellement, mais finalement, dans un contexte qui devrait être très tendu avec les réformes qui sont attendues, on a finalement très peu de mobilisation. J'attends de voir ce que ça va donner, mais pour le moment, ça ne se réveille que peu. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qu'on a loupé du côté justement de cet agenda médiatique, où il aurait fallu s'emparer de ce genre de sujet un peu plus tôt, de préparer même, on va dire, de réfléchir aux rôles qui peuvent être ceux des médias, mais aussi des partis politiques dans tout ce qui va être agite-propre, etc. Mais en tout cas, d'avoir une nouvelle réflexion dont on a envie de mener les liens qui peuvent exister entre partis politiques et médias. Je vous adresse un peu cette question parce que je sais que du coup, du côté du Vent se lève, vous avez une stratégie politique qui est relativement claire, où il y a une indépendance qui est affirmée et d'ailleurs c'est très bien comme ça. Mais de l'autre côté, on a une stratégie qui est un peu différente, c'est-à-dire que la cause commune est attachée au PC. Nous, au temps des ruptures, on a aussi nos liens avec la GRS et en fait, plus par la pratique que par la théorie, on a créé des manières de fonctionner qui peuvent être différentes, mais ou en tout cas la question revient souvent de savoir comment on arrive à conjuguer à la fois l'agenda politique et électoral et cet agenda médiatique. Oui, effectivement, donc nous, on va jouer le rôle du média vraiment indépendant. Mais non, ceci dit, c'est important effectivement de le souligner. Pour le coup, nous, il n'y a aucune affiliation à aucun parti dans l'espace de gauche, même si, bien sûr, la ligne politique qu'on porte est une ligne que vous trouvez très bien si vous allez sur notre site où c'est écrit « Notre projet », contre l'analyse néolibérale, contre la droitisation pour faire plaisir à ceux qui pensent que c'est le cas. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, la ligne politique que nous, on essaye de construire, c'est une ligne éditoriale. C'est-à-dire que la manière dont un média porte un projet politique, c'est pas en disant je suis pour tel ou tel parti, ou telle chose est la bonne manière de faire, ou je me positionne comme telle formation. En revanche, la manière effectivement dont on choisit nos sujets, dont on les angle, dont on les couvre, tu parlais de la rentrée sociale, effectivement, en tant que média, on a un rôle pour aller documenter cette rentrée sociale et la rendre visible. Mais à la limite, je crois que c'est aussi la seule chose qu'on peut faire, rendre visible la mobilisation, oui, mais je ne suis pas sûre qu'en la rendant plus visible, on puisse la provoquer quand même. Là, il y a un rôle indispensable des organisations politiques et syndicales pour organiser ça, et la meilleure chose que nous, on puisse faire, c'est effectivement la traiter de manière intéressante, avec des sujets qui détonnent un peu de la manière dont ils sont traités dans les médias classiques à nouveau. Et surtout, essayer de réfléchir, non pas en termes de quelle idée... disons, par rapport à telle ou telle structure, on va, disons, diffuser comme si on était une sorte d'outil de communication, puisque précisément un média, c'est pas ça, mais plutôt à comment on organise des débats entre différentes formations, et c'est la manière, en tout cas, dont le Vent se lève s'est pensé comme un espace dans la gauche qui est capable de faire des interviews qui vont de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Xavier Bellamy. Ça plaît pas forcément à tout le monde, et donc on nous reproche parfois de dire « Ah, mais oui, vous allez interviewer des gens de droite ». Oui, on fait ça. On fait ça, non pas parce que... pour le plaisir de l'audience, mais parce que justement c'est aussi comme ça qu'on redéplace la manière dont on débat dans un espace médiatique. Est-ce qu'on débat sur le coup d'invective sur un plateau, ou est-ce qu'on choisit aussi ses adversaires? C'est aussi une manière de permettre un débat qui renoue avec une vieille tradition parlementaire à laquelle on était vaguement attaché chez nous, à savoir
s'il doit y avoir contradiction, qu'au moins ça ne se fasse sur des bases plus saines que sur les invectives qu'on voit habituellement. Et donc, d'une certaine manière, le lien entre médias, partis politiques et syndicats chez nous, il se penserait vraiment comme ça. Nous, comme un intermédiaire dans cet espace-là, qui permet que le débat advienne et aussi qui ne s'empêche pas de faire notre propre autocritique, puisque c'est ça aussi l'enjeu, et d'être capable de pas seulement dire nos adversaires sont comme ci ou comme ça, mais d'être capable, dans des moments où notre camp se pose des questions, de pouvoir en fait avancer des idées, des propositions, ce qu'on ne peut pas faire si on est affilié à un parti. Vous voyez, si vous êtes un média de parti, forcément, ça va être plus compliqué de critiquer telle ou telle chose, alors que si vous gardez cette indépendance-là, peu importe ce qui se passe dans l'espace de gauche, on est capable de poser des diagnostics, des constats, ça fera débattre, et tant mieux. Peut-être pour rebondir très très vite fait, et pour me tourner plus vers toi, Gérard, ce qui m'intéressait dans cette question aussi, notamment du côté de Cause Commune, c'est que tu t'inscris et vous vous inscrivez finalement dans un héritage qui est celui du média dans un parti politique, mais qui sert aussi un exercice militant qui est celui de la formation. Formation par l'écriture, formation sur les divers, on va dire sur le contenu programmatique aussi. Tout un exercice finalement qui est peu emparé, on va dire les responsables politiques l'utilisent encore trop peu, là où avant c'était un élément incontournable et de la culture communiste et de la culture socialiste, où quand on va regarder, pour ceux qui ont on va dire une forme de folklore et de nostalgie, les cahiers de l'ours, on voit que chaque fédération, que ce soit du côté du Parti communiste ou du côté du Parti socialiste, avait son petit journal régional, avait son petit journal départemental et commentait l'actualité la plus locale comme l'actualité qu'il y avait à l'international. En fait, il y avait aussi cette fonction du média qui servait non seulement à informer, mais aussi à former. Et moi, j'avais envie d'avoir ton point de vue par rapport à ça et comment Cause Commune se positionne là-dessus. Ça fait beaucoup de questions, mais je trouve que ça me fait penser à ce problème numéro 1 qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le manque de politique, le manque de références politiques, le manque de partis politiques, le manque d'action des partis politiques. C'est significatif que des partis comme le RN, des partis comme d'autres partis qui utilisent le terme... Oui, je pensais aux macroniens, excusez-moi. On peut penser aussi à LFI, ni droite ni gauche. Cette insistance à vouloir oublier les références droite et gauche finalement aboutit à un appauvrissement du débat et à un appauvrissement de la réflexion. Bon, nous avons une revue qui s'appelle Cause Commune, elle doit avoir une petite dizaine d'années, enfin elle fait suite à une revue qui s'appelait la Revue du Projet. C'est une revue communiste, mais il n'y a aucune forme de dépendance à l'égard du parti. Nous sommes une trentaine surtout de trentenaires, je suis le vétéran dans l'équipe, c'est essentiellement des universitaires, des profs, et nous avons une forme d'organisation, je dirais, quasi-autogestionnaire, c'est-à-dire qu'on se réunit 2 ou 3 fois par an, on fixe un sommaire pour ce bimestriel, et ensuite c'est 1 ou 2 rédacteurs qui sont chargés du dossier essentiel de la revue. Eux-mêmes n'ont pas de formation particulière, simplement dans cette entreprise de travail du dossier, c'est leur propre formation qui est en cours. Depuis 10 ans, ce type de travail a été efficace et a donné de bons résultats. Bon, voilà. Et juste, si je peux me permettre un petit mot, ce que tu disais, informer et former. D'une certaine manière, on le fait aussi au vent se lève, donc pas comme pouvait le faire effectivement des journaux liés à un parti, mais puisque notre rédaction est entièrement composée de bénévoles et plutôt d'étudiants ou de gens en fin d'études ou de gens qui travaillent aussi parfois. Et donc cette capacité aussi à faire entendre à des gens qui normalement se considèrent comme non journalistes ou qui observent ce qu'on leur dit à la télévision, dans la presse ou en ligne, et que tout d'un coup un espace soit capable de leur donner l'occasion d'écrire et de donner leur
leur avis, ou en tout cas leur analyse plus exactement sur tel ou tel sujet, ça produit aussi ce sentiment d'être capable d'avoir effectivement quelque chose à dire et de ne pas justement se laisser dicter et se laisser imposer des grilles d'analyse. Et ça, c'est peut-être la chose dont on est la plus fière où on se lève, d'avoir des gens qui débarquent en disant ah non, mais moi je ne sais pas écrire, je ne suis pas légitime, je ne suis pas journaliste, je ne sais pas, et d'être capable de les accompagner en disant bah si précisément tu connais ce sujet-là, et donc tu peux en faire un article. Et d'une certaine manière, là où les journalistes disons, formés en école, ils sont formés pour être tout terrain et savoir tout traiter. Chez nous, personne n'est formé à savoir tout traiter, mais il y a suffisamment de personnes pour tout couvrir. Donc ça renverse complètement la logique de est-ce qu'on produit une personne qui est capable de dire un mot à la va-vite sur tel ou tel sujet, ou est-ce qu'on produit 100 personnes qui, depuis les lieux qu'ils connaissent, sont capables d'analyser les choses. Et on est surpris d'avoir souvent des commentaires de médias, disons, professionnels qui nous disent ah mais vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas de rédaction, vous n'avez pas de gens à temps plein. Et effectivement, on n'a pas tout ça, mais on a la force de contributeurs bénévoles et d'un collectif. Et ça, c'est quelque chose effectivement que je crois on est un des seuls à avoir en tout cas dans l'espace alternatif pour le moment. Merci beaucoup, du coup, Laetitia et Gérard. Ça a été un débat bref, pour le coup. On a fait qu'effleurer le sujet et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Et oui, bien évidemment, Marie-Noël, peut-être ça sera rapide. Gérard, tu me disais que tu devais partir dans pas trop longtemps. Mais on peut passer sur 2-3 questions à peu près. Oui, moi je voulais poser une question sur le service public. Puisque quand on est dans les médias, on ne va pas demander au service public de développer une bataille culturelle, mais d'un autre côté, on peut quand même attendre du service public qu'il ouvre un large champ d'ouverture sur les problèmes et sur les idées qui permettent à nos concitoyens de ne pas rester dans un rail d'idéologie dominante. Je pense à un exemple, et moi-même j'ai essayé à Public Sénat de poser cette question. On n'entend quasiment jamais des ouvriers, des salariés de base parler des tables rondes où ils parleraient de leurs conditions de travail, de ce qu'ils produisent, comment ils voient l'avenir de ce qu'ils produisent, que l'environnement, c'est comment ils travaillent. Ils n'ont jamais la parole. Et donc, ça finit par être une bataille culturelle, d'invisibiliser une partie de la population, une partie des enjeux, permettre de les caricaturer aussi, les gens. Même quand on parle des habitants des banlieues, là je parlais plutôt des ouvriers, mais les jeunes des banlieues ou les habitants, ils ne sont sollicités qu'en réaction à des problèmes d'insécurité, de ceci ou de cela. Jamais on les prend comme acteurs à part entière du débat sur des sujets ordinaire, si je puis dire, qui n'est pas que banlieue. Donc en clair, je me demande quand même si nous, la gauche, on ne devrait pas réfléchir à une éthique du service public, non pas simplement de ne pas être partisan de ceci ou de cela, mais d'avoir l'exigence d'élargir réellement le champ des intervenants. Et vous vous rappelez, Acrimed a fait des choses sur les experts, ça devient polluant. Le choix des experts, etc. Mais comme on n'a pas la bataille sur ça, on en parle. Et paradoxalement, c'est le RN qui parle à ces gens-là en leur disant « Voyez, vous n'existez pas, personne ne vous aime ». Donc je pense que c'est un des champs sur lesquels on devrait se mobiliser. Le deuxième champ, et je termine, c'est les réseaux sociaux sont tous anglo-saxons. Alors on me dit oui, mais on n'y peut plus rien. Si, on y peut parce que au bout d'un moment, les réseaux sociaux eux-mêmes, d'autres naissent. Rappelez-vous, Facebook, machin. Rien n'empêcherait l'Europe de promouvoir un réseau social d'intérêt général avec des algorithmes qui ne visent pas à vous renvoyer sur ce que vous pensez, mais qui soient des algorithmes plus ouverts, plutôt dans pousser à la curiosité par l'algorithme, plutôt que pour des raisons financières et d'image, vous entretenir dans le champ de ceux qui pensent comme vous. Je pense que ça, c'est une deuxième bataille qu'on pourrait mener comme bataille culturelle.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être toutes les prendre si quelqu'un d'autre veut intervenir. Tiens, tu veux répondre? Non, évidemment, tout à fait d'accord avec Marie-Noëlle, tout à fait d'accord sur service public. Et je pense que la fin de la subvention qui a été décidée là il y a quelques jours est une très mauvaise nouvelle, parce que ça va affaiblir ce service public. Parmi les décisions à prendre, outre évidemment ce que tu disais sur donner la parole à ces citoyens, c'est aussi donner peut-être plus de pouvoir aux journalistes dans les rédactions et leur permettre, face à leur rédaction, face à leur direction, d'être plus autonomes, de pouvoir exercer un esprit critique et de pouvoir intervenir plus justement dans les fixations de sommaires. Voilà, aujourd'hui, on assiste quand même à une certaine mise en ordre de ces journalistes et de soumission de leur capacité. Non, et puis effectivement, je serais d'accord avec ce que disait Gérard sur aussi la fin de la redevance. Voilà, ça donne une bonne idée de ce qui va rester du service public. Après, peut-être que appartenant, disons, à une autre génération et formé à un autre espace médiatique, j'ai jamais beaucoup compté sur le service public pour mener ces batailles-là. Et tu nous avais demandé, Hugo, à l'avance, ce fameux que faire que j'aime pas beaucoup, mais il y aurait peut-être quelque chose d'autre à faire indépendamment de ces batailles-là qui sont importantes, qui sont aussi de structurer ce champ, disons, des médias alternatifs et pas de le structurer, vous voyez, sous forme de il faudrait que tout le monde s'unisse et il faudrait un seul média à gauche. Enfin, c'est toujours les manières, disons, de croire qu'on peut tous s'unir derrière une seule figure. Pourquoi il y aurait autant de médias alternatifs? Moi, au contraire, je suis très heureuse qu'il y ait plein de médias alternatifs, c'est même une excellente chose. Le seul problème, en revanche, c'est qu'il n'y a pas de stratégie commune. Et avoir pas de stratégie commune, c'est pas la même chose qu'une idéologie commune. C'est-à-dire qu'il y aurait tout à fait intérêt pour des rédactions à se coordonner, par exemple, sur, imaginons une semaine thématique où en fait chaque rédaction de cet espace-là décide de sortir un sujet sur l'écologie. Une semaine suivante, un sujet sur le travail. La semaine suivante, un sujet sur la crise de l'énergie. Enfin, voilà, on pourrait multiplier à l'infini les effets d'agenda et à partir de cet espace-là, être capable aussi du coup justement de dire ces sujets-là, ils comptent, ils ne sont pas représentés dans les grands JT, mais tout d'un coup, il y a 10, 15, 20, 30 structures qui font en sorte que ces sujets-là apparaissent et tout d'un coup les rendent beaucoup plus visibles que si on les traite chacun, mais à des temps différents, sans trop se concerter. Et donc peut-être qu'une des manières aussi de répondre à ça, ce serait voilà, de aussi structurer notre propre espace et de ne pas forcément trop compter sur des choses qui ne sont pas immédiatement accessibles, puisque de là à réformer le service public, il faut qu'on ait déjà des leviers d'action politique, alors que là, des leviers d'action, on les a déjà, puisqu'on peut se parler, on peut se connaître et on peut éventuellement envisager des moments de couverture médiatique plus intense que ce qu'on fait déjà. Peut-être pour compléter très rapidement ce qui a été dit par Gérard et Laetitia, il y avait, et c'est un élément de réponse un peu partiel à ta question Marie-Noëlle, mais il y avait un exercice qui était fait, qui remonte un petit peu, qui était les enquêtes ouvrières, plus par les partis politiques, mais qui était un exercice intéressant, c'est-à-dire qu'on allait s'intéresser justement au paysage, on va dire, des gens qui constituaient la France. Donc on allait en région, on allait les interroger sur les sujets du quotidien, sur ce qu'ils pouvaient penser au niveau local, mais aussi sur la façon dont ils se représentaient à la fois la société, l'avenir, etc. Donc on avait un espèce de paysage, une forme de géographie qui n'était pas inintéressante et qui permettait justement d'avoir, ne serait-ce que ce soit dans un cadre médiatique ou dans un cadre plus partisan, une idée en fait des gens, un, qui vont vous lire, deux, qui vont peut-être voter pour vous également, et la façon dont vous allez porter des sujets avec eux, c'est-à-dire les embarquer et non pas penser de manière un peu abscon que on va jouer les avant-gardes éclairées du prolétariat, décider d'un thème tout seul et puis ensuite leur dire vous nous suivez sur ce thème et puis on voit après. Et donc après pour rebondir sur le propos de Laetitia, j'ai envie de dire chiche, ça peut être une très bonne idée de se coordonner justement sur des sujets médiatiques. Et peut-être également, mais ça a déjà été fait par le passé, et je pense que ça reste une très bonne stratégie, de se coordonner, sur des sujets médiatiques, mais en embarquant avec nous, c'est-à-dire quand je dis nous, je dis les médias alternatifs,
des personnalités politiques qui ont pu travailler sur certains sujets. Vous avez fait un très beau travail là dernièrement avec François Ruffin sur la question du travail, sur la question du travail justement. Marie-Noël et Pierre Ouzoulias avaient fait une conférence l'année dernière sur la laïcité qui avait été pour le coup très salvatrice. Et je pense que ça serait intéressant justement d'avoir cette coordination aussi vis-à-vis du travail parlementaire qui peut être réalisé et qui nous montre que non seulement on est en capacité de récupérer un tant soit peu l'agenda médiatique, mais en même temps de le transformer en le coordonnant avec le travail politique qui peut être fait soit par des élus nationaux, soit par des élus locaux. Et peut-être terminer en remerciant Laetitia et Gérard pour leur participation, en vous invitant toutes et tous d'ailleurs à aller voir Le Si du Vent se lève, à aller voir Gérard aussi pour Cause Commune, il a des numéros à la main, la revue papier vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir nos intervenants et à leur poser des questions sur leurs médias respectifs. Merci beaucoup.